Vous avez mon écran partagé, comme vous le voyez. Donc, au niveau D, c'est comme ça que se présente l'agenda. Un petit rappel pour cher Marwan. Donc, le module 1 concernait l'utilisation de PQGIS, ça veut dire la console Python dans QGIS, qui est une utilisation approfondie pour voir, on a là vu comment comprendre les propriétés des couches. Par exemple, les systèmes de coordonnées d'une couche, les expressions, ce qu'il y a dans le champ de chaque couche via les scripts. On a aussi travaillé sur le module 2 qui parlait de la sélection, filtre et jointure. Donc, comment, avec le script Python, on peut sélectionner certaines entités spécifiques qui répondent à une condition, le filtrer ou bien appliquer la jointure. Et nous étions au niveau du module 3. Donc, c'est que nous avions commencé les sessions passées, donc les séances passées, allais-je dire. Module 3 qui parle de processing en Python, comment utiliser les géotraitements avec le script Python. Par exemple, lancer plusieurs euh, traitements en même temps. Par exemple, ça peut être commencer par le buffer, la zone tampon, découper la couche, voir si certaines entités intercèdent avec d'autres, et puis avoir une couche en sortie qui peut être comme livrable à présenter à un client ou à un décideur. Et le module 4 parle maintenant des traitements à l'eau. Ça veut dire comment euh, faire une suite de traitements, au lieu de reprendre la même chose plusieurs fois, comment faire des traitements en lot. Donc, c'est ce que nous allons aussi voir. Je vais revenir même au niveau du module 3 pour une bonne compréhension. Et après, le module 5 parle de la robustesse des scripts. Parce qu'on peut faire un script, on peut partager les scripts avec d'autres personnes, mais c'est plus important de rendre le script beaucoup plus robuste ou encore le code beaucoup plus robuste. Ça veut dire ça peut se maintenir et être utilisé pendant 3 mois, 6 mois, sans toutefois qu'on puisse trop retoucher. Et ça peut être partagé et utilisé dans d'autres projets. Et ensuite, le module 6 parle de l'export livrable propre. Là, vous êtes déjà à un niveau de consultant ou bien d'expert où vous ne faites pas seulement des analyses pour des couches qui resteront dans votre ordinateur, mais vous travaillez sur un projet qui, après, sera livré à un client. Et vous livrez, vous n'allez pas livrer l'ensemble des scripts, mais peut-être le livrable, c'est que les clients attendent. Et si les clients demandent et les résultats et les fichiers projet, les scripts et ressources, c'est là peut-être vous allez apprendre comment faire du package, ça veut dire comment préparer un dossier livrable pour fournir au client ce qui a été demandé. Et comme d'habitude, au niveau de chaque euh, bloc ou bien à la fin de chaque niveau, nous avons un projet pratique qui est soumis afin que chacun de nous puisse s'exercer et puis on revient sur la correction, voir là où ça a posé problème, comment résoudre cela. Donc, le module 1, c'est comme je l'ai dit, nous l'avons déjà vu. On verra avec des vidéos comment mettre aussi à la disposition de Maron pour se rattraper. Le module D également, nous avons parlé de la sélection filtre et jointure. Ça permet vraiment de faire, vous avez des données, mais il faut toujours procéder par le contrôle qualité ou bien assurance qualité pour s'assurer d'avoir des données permettant maintenant de faire des analyses. Au niveau du module 3, qui parle de processing en Python, ça veut dire le géotraitement. L'objectif ici est de lancer des algorithmes via Python et puis chaîner le traitement. Ça veut dire, par exemple, vous pouvez importer des couches, commencer par générer une zone tampon. Je prends le cas, vous êtes dans un contexte, par exemple, dans une région, il s'avère que certaines rivières, des fois, débordent, il y a des inondations. Et on s'est dit, nous allons analyser pour les entités, ça peut être des sites, ça peut être des villages. Et si, par exemple, la rivière, l'inondation pouvait atteindre 500 mètres tout autour de la rivière, quels sont les sites ou quels sont les villages ou des entités ou cités qui seront touchés? Ça veut dire, au départ, nous avons des couches, ça peut être une couche de lignes qui représente la rivière, une couche de points qui représente les sites ou les villages, et puis on peut avoir aussi une couche du territoire ou bien de la région. Et là, on procède d'abord à générer ou bien créer une zone tampon tout autour des rivières, une zone tampon de 500 mètres. Ensuite, on passe à l'intersection ou bien au clipage pour avoir celle, le site ou le village qui intercède avec cette zone-là de 500 mètres pour enfin avoir ces données-là de part à part. Donc, mettre en évidence ces sites qui sont concernés qu'on peut nommer comme étant des sites à risque ou bien des zones à risque.
Et après, si par exemple on veut aussi s'exercer concernant la jointure, on peut vérifier maintenant lié en faisant la jointure attributaire pour voir ces sites-là font partie de quelle zone ou de quelle région. Donc, ce processus-là, cet exercice-là nous permettra de mieux comprendre ce qu'on attend de nous concernant ces modules 3. Alors, sur le plan démonstration, si on peut venir dans QGIS comme d'habitude, au niveau de QGIS, vous avez ici des données que nous mettrons aussi à votre disposition comme d'habitude. Nous avons pris le cas d'une des régions dans le Congo, vers Pointe-Noire, où nous avons une couche village. Comme vous pouvez voir, nous avons, ça peut être village, ça peut être site. Nous avons une couche rivière dont nous avons fait en sorte que ça soit sous système métrique, ça veut dire pseudo-mercator. Si je fais clic droit propriété, vous allez voir que c'est sous système métrique, ça veut dire l'unité c'est en mètres, ce n'est pas en degrés. Parce que le problème avec le décret, lorsque vous faites l'analyse spatiale, lorsque par exemple là on va générer une zone tampon de 500 mètres, si la couche est en degrés, lorsque nous allons écrire 500 mètres, l'algorithme ou bien QGIS va considérer cela comme étant 500 degrés. Et cela va un peu influencer nos analyses. Et après, nous avons, par exemple, les territoires ici, ce qui est l'ensemble de la région. Et puis, nous avons aussi là les districts qu'on pourra aussi utiliser. Alors, maintenant, en ce qui concerne le script, ça veut dire qu'il y a un script que nous avons préparé, qu'on peut aussi partager avec les autres. Je crois qu'on avait travaillé sur ça la fois passée. Et il y a un dossier qu'on a préparé. Et puis, on mettra ça à votre disposition. Donc, nous avons le script qui est là. C'est le script pratique du niveau D. Donc, avec ces scripts, si nous pouvons expliquer, ça nous permettra aussi à gagner en termes de temps. En premier lieu, nous commençons par importer notre bibliothèque qui va mener vers les schémas où se trouvent les dossiers, la gestion de nos dossiers, tout ça. Et après, c'est pourquoi donc on utilise import OS. Donc, les vidéos précédentes permettra à ceux qui ont commencé aujourd'hui à mieux comprendre. Et puis, nous sommes partis de from QGIS core, ça veut dire la source racine. Nous avons importé bibliothèque QGIS project et puis importer bibliothèque processing. Ça veut dire c'est là où contient tout ce qui est outils de géotraitement que nous allons ensuite utiliser. Et après, nous avons fait appel ici, permettez, voilà, ici maintenant, nous parlons de chemin. Et au niveau de chemin, ça veut dire nous avons project path pour indiquer le chemin où se trouve le projet. Et le chemin où se trouve le projet dépend de là où vous avez enregistré votre projet. Parce que comme vous voyez ici, le projet est enregistré sous le nom des pratiques niveau D. Et dans notre dossier, c'est ce que nous retrouvons. Ça veut dire c'est dans TP Processing Pipeline. C'est à ce niveau qu'on a enregistré notre projet pratique niveau D. Et dans ces dossiers, nous avons aussi des sous-dossiers. Nous avons le dossier Output. C'est là où seront placées les nouvelles couches que nous allons travailler. Ça veut dire les résultats de nos analyses. Et au niveau des data, nous avons certaines couches utilisées. Par exemple, la couche rivière, village, territoire qu'on a vu de l'autre côté dans notre projet provient de ces dossiers. Et au niveau de QGIS, ce que nous avons fait, pour ne pas chaque fois aller chercher des couches là-bas, nous avions directement ajouté donc, notre répertoire ici parmi le marque-page. Et c'est le répertoire qui est là. Donc, si je fais ça, vous voyez, nous avons le répertoire niveau D qui est là. Et à l'intérieur, nous avons tout ce qu'il y a comme données. Et maintenant, si, pour utiliser maintenant les scripts Python là, nous utilisons la console Python qui est disponible dans QGIS. Par exemple, si je clique là, on peut voir comment ça paraît. Vous pouvez faire en sorte que ça soit intégré directement dans l'interface de QGIS. Tout comme vous pouvez faire en sorte que ça soit détaché comme ça. Et c'est ici que nous allons écrire notre script.
et après, nous allons l'exécuter. Donc, si je peux venir étape par étape pour expliquer, j'étais en train de parler de toute cette partie qui parle de chemin. Ça veut dire ici, nous avons importé OS en bibliothèque. Ensuite, à partir de la couche racine, nous avons importé QGIS Project et puis Processing. Et ici, nous avons indiqué le chemin où se trouve notre projet. Et qu'est-ce qu'on nous avons assigné à cette variable? Nous avons dit QGIS Project Instance, ça veut dire le projet en cours. Par rapport à là où nous l'avons enregistré, c'est ce qui détermine le chemin où se trouve notre projet. Ça veut dire la source, mais la couche, la source racine. Et à part ça, nous avons déterminé maintenant comme variable base dire le, le dossier principal du projet, où est placé notre projet. Et partant de cet dossier principal-là, nous avons les dossiers data dur que nous avons dans ces dossiers principaux. Et puis, nous avons le dossier output que nous avons aussi dans ces dossiers principaux, comme je vous ai montré. Et ces scripts veulent simplement dire que si ces schémas n'existaient pas, nous demandons maintenant à Python de procéder à la création de ces schémas. C'est pourquoi on écrit ici OS, ça veut dire partant de notre dossier, on peut procéder à la création de outdir si cela n'existe pas. Donc, si ça existe, OK, tant mieux, mais si ça n'existe pas, c'est ça qui nous permet de vérifier cela. Et à part cela, nous vérifions maintenant aussi si les couches, d'abord, nous déterminons d'abord le chemin qui mène vers les couches que nous allons utiliser. Et pour cela, nous préparons des variables. La première variable, c'est reverse qui est là, donc la rivière, une couche des réseaux hydrographiques. Et là, nous indiquons, ça veut dire nous assignons à cette variable le chemin où se trouve la couche à utiliser. Et la couche à utiliser est sous format shapefile. Et à part ça, ici, nous avons aussi un village, comme on peut voir, qui mène aussi là. Ça veut dire même là où se trouve le village, ainsi de suite. Et avant de continuer, ce qu'on fait, on check d'abord si réellement le couche en question existe. On peut placer un script qui nous permettra de vérifier si réellement ces couches existent dans nos dossiers qu'on a indiqués. Et c'est pourquoi on utilise cette partie des scripts, ce qui est là. Cela n'est rien d'autre que pour nous permettre à vérifier. Donc, je vais écrire un commentaire, vérifier l'existence des couches. Et c'est ces scripts qui nous permettent de vérifier d'abord si le dossier principal se trouve, est bien réel, le dossier data et puis les couches en question. Et à ce niveau, nous pouvons exécuter le script en cliquant ici. Dès que nous allons cliquer, ça nous permettra à confirmer si réellement les couches en question s'y trouvent. Et qu'est-ce qu'on remarque? On voit ici, il nous dit, là, par exemple, par rapport à la couche rivière existe, il a dit vrai. Et puis village, il a aussi dit vrai. Mais par rapport au territoire, il n'a pas donné suite. Ici, territoire et sans S. Je pense que de l'autre côté, nous en avons avec S. On peut lancer S et on va relancer. Donc ici, vous pouvez supprimer, effacer tout ce qui était là pour recommencer. On se rend compte qu'on a toujours problème avec la couche territoire. Territoire au pluriel. On va refaire. Voilà, maintenant, ça marche. Pourquoi? Parce que la variable utilisée ici, c'était sans S, et pourtant, ce qu'on vérifiait était avec S, ici. Parce qu'on a deux couches territoire, il y a territoire sans S, et puis il y a territoire avec S. Maintenant, vous voyez que ça nous informe que nos trois couches existent bel et bien. Nos trois couches existent bel et bien. Et après, nous allons poursuivre.
Et maintenant où nous commençons ces processus-là de traitement, par exemple, nous commençons avec le buffer ou encore la zone tampon. Et qu'est-ce que nous allons faire? Et ça, c'est aussi conseillé pour d'autres analyses que vous faites dans QG. Ça veut dire, si vous avez beaucoup de traitements à faire, il est conseillé d'enregistrer d'abord les couches temporaires ou bien les sorties temporaires. Vous les laissez, vous l'enregistrez juste en mémoire et non sur disque. Ça vous permettra de ne pas trop utiliser le disque et ça sera enregistré en mémoire parce que ça peut être réutilisé dans la suite. Tel qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Nous avons proposé une variable buffer river, ça veut dire zone tampon au niveau des rivières. Et puis là, nous avons fait appel à notre processing round, ça veut dire à l'exécution de processing, en utilisant l'outil buffer, ça veut dire native. C'est quel outil de géotraitement vous voulez utiliser. Et après, dans cette fonction que nous sommes en train de préparer, vous devez configurer certains paramètres. Et parmi les paramètres, ce sont les paramètres que nous utilisons lorsque nous voulons faire cette même opération dans QGIS. Si je peux vous les démontrer, lorsque nous sommes dans QGIS et que nous voulons faire déterminer la zone tampon d'une couche, nous venons souvent dans Vecteur, Geoprocessing Tools, et puis je prends un tampon. Et ici, je prends par exemple rivière, et après, je détermine, ça veut dire après avoir, premièrement, j'ai la couche source, et la couche source, à partir des scripts, c'est ce que nous voyons là qui est nommé input. Donc, input ici, c'est ce que nous plaçons ici comme couche source. Après input, nous avons distance. C'est la même chose avec l'interface graphique. Nous déterminons aussi la distance. Par exemple, nous avons parlé de 500 mètres. Et si on insiste que la couche soit en unité métrique, c'est pour éviter qu'ici, vous ayez degrés. Parce que lorsque vous allez écrire 500, l'algorithme va considérer 500 degrés. Et après, ici, vous avez segment 10. Et c'est la même chose de ce que nous remplissons souvent dans l'interface segment. Et après, il y a d'autres paramètres, mais qui ne sont pas vraiment si obligatoires. Par exemple, les styles d'extrémité, les styles de jointure, vous pouvez aussi le configurer. Et après, nous avons un paramètre ici, regrouper les résultats. Ça veut dire, souvent, lorsqu'on numérise des entités linéaires, ça peut être rivière, route, ainsi de suite, on les fait souvent par segment. Et vous pouvez décider si vous voulez que la zone tampon soit aussi créée selon chaque bout de segment ou encore que ce soit une zone tampon qui est combinée, où le fichier est regroupé. Et par exemple, ici, dans le script, nous, on a écrit false, ça veut dire on n'a pas demandé que ça soit regroupé. Mais si on veut que ça soit regroupé, par exemple, ce qu'on fait en cliquant ici, si on veut que ça soit regroupé, dans notre script, nous allons changer pour que ça ne soit plus false, mais plutôt ça devient vrai. Donc, ce sont juste tout ce que vous voyez sur le plan graphique ici, c'est ça. Normalement, ici, vous cliquez sur des boutons, mais au fond, c'est un code Python comme ça qui fonctionne, qui travaille. C'est ce qui vous pousse maintenant, après cette formation, à arriver aussi à améliorer certains. Par exemple, là où QGIS est limité, comment vous pouvez faire pousser encore l'outil à faire plus ou bien automatiser certaines autres choses. Voilà, c'est ce que nous avons ici. Et au final, nous n'avons pas demandé que ça puisse, comme output, nous donner directement la couche concernée, mais plutôt que ça puisse garder ça, que ça crée une couche qui sera temporaire, ça veut dire qu'il sera d'abord en mémoire. Et dans la suite, nous avons procédé maintenant au clippage, donc découper la couche. Après, ici, on va découper, récupérer maintenant des villages qui intercèdent avec cette zone tampon de 500 mètres. Et comme vous pouvez voir, ici, nous avons village exposé. Ça veut dire pour nous, ça sera des villages ou bien des sites qui sont exposés aux inondations. Et là, on fait encore appel à Processing Ground. Native, c'est l'outil clip. Et l'outil clip ou quoi que ce soit, vous n'allez pas inventer cela. Ça fait partie des outils de géotraitement parce que c'est sur ça que nous travaillons. Tampon, coupé, ainsi de suite. Et couche, un input, la couche sur ces villages. Nous allons découper la couche, les couches ou bien les sites ou les villages. Par rapport à quelle couche? Par rapport à la couche des zones tampons des rivières. Et le résultat sera encore en mémoire. Et quatrième lieu ou quatrième point, c'est l'intersection. Ce que j'ai corrigé, je n'ai pas voulu aller trop loin avec tout ce qui est
regrouper la couche, on va se limiter juste à mettre en évidence les villages concernés. Et c'est pour ça on va se limiter à extraire les villages qui intercèdent avec la zone tampon. Et nous allons récupérer le message à la fin. Ça nous permet à confirmer que nous avons réussi notre script. Ça veut dire ici, nous avons le buffer et après le buffer, ici, nous avons le clippage. Donc, à la sortie, nous aurons une couche qui sera dénommée exposition en risque. Ça veut dire le site qui sont exposés et qui seront sous format GeoPackage. Et comme ici, on ne veut plus avoir ça en mémoire, on veut avoir le fichier en sortie. Ça veut dire ça ne sera plus tout ça, mais plutôt on aura le village exposé qu'on va avoir ici comme sortie. Et là, on n'aura plus besoin d'output. Voilà. Et nous allons exécuter les scripts pour voir le résultat. Donc, je peux fermer ça et je peux exécuter. Voilà. Après avoir exécuté les scripts, vous voyez que ça nous donne le message final, traitement terminé, GeoPackage généré. Nous allons maintenant partir parce que dans notre script, nous n'avions pas précisé que ça puisse charger la couche. Nous allons maintenant partir dans le dossier pour voir si ça a placé les nouvelles couches générées ou bien la nouvelle couche générée dans le dossier output parce que c'est ce qui était indiqué. Lorsque nous revenons maintenant sur notre dossier, nous allons dans TPD et puis nous ouvrons dans output. Qu'est-ce que nous remarquons? Nous retrouvons la couche nouvellement générée, exposition risque. Et si nous prenons cette couche, nous importons dans notre projet et nous allons déplacer cette couche en premier lieu pour voir. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On se rend compte que ça a pris en compte tout ce qui est comme village. Donc, si je vais ouvrir la table d'attributs, on se rend compte que ça a presque repris le tout. Parce que avec la couche de base, on en avait 375 et c'est la même chose avec cette couche de risque. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que la couche rivière que nous utilisons dans notre script n'est pas la même couche que celle qui est ici, qui est reprojetée. Nous sommes en train d'utiliser une couche rivière qui est sous système WGS84, donc système angulaire. Alors, lorsqu'on a indiqué ici 500, l'algorithme ou bien Python est en train de considérer ça comme 500 degrés. Comme ce qu'on va faire, nous allons supprimer ce qu'on a trouvé ici. Et nous allons aussi supprimer cette couche dans notre dossier. Et puis, nous allons reprendre l'opération. Ça veut dire que nous devons changer pour utiliser la couche concernée. Et la couche concernée ici, c'est rivière avec tiret et puis 38,57. C'est cette couche qui est projetée. Et après avoir fait cela, nous allons reprendre l'opération en cliquant sur exécuter. Et voilà, ça marche. Nous allons encore rentrer dans le dossier et voir maintenant avec cette nouvelle couche. Nous allons mener ça en premier lieu. Et là, vous pouvez voir la différence. Ça veut dire que ce ne sont pas tous les sites qui sont pris en compte, mais seulement les sites qui se trouvent à 500 mètres tout autour, qui se trouvent sur la zone des 500 mètres tout autour des rivières. Donc, si je peux changer la symbologie pour bien mettre cela en évidence. Donc, comme vous pouvez voir, ce sont là les sites à risque. Et si nous faisons clic droit, ouvrir la table d'attributs, ici, nous allons voir les noms de tous ces sites-là ou bien de ces villages-là. Et nous pouvons encore améliorer notre script, par exemple, en faisant aussi la jointure. Par exemple, on s'est dit, comme de l'autre côté, nous avons des territoires, je peux améliorer la symbologie, catégoriser,
Je le prends par nom. Je vais classer. Je le mets ici à 30 d'opacité. Voilà. Donc, supposons on veut maintenant savoir ces sites-là, par exemple, c'est la table d'attributs de, de notre couche ici, site exposé. On va avoir d'autres champs qui indiquent ces sites-là se trouvent dans quelle zone administrative. Supposons on veut encore aller loin avec l'analyse. On peut maintenant avoir une nouvelle couche. La première couche nous donne des sites ou des villages exposés. Et deuxième couche nous permet maintenant de voir ces sites ou villages exposés-là sont liés à quelle zone administrative, par exemple, quel territoire ou district. Et comme vous savez, normalement, pour faire ça, nous devons utiliser la jointure. Et par la même occasion, je profite de vous montrer aussi des astuces que vous pouvez utiliser parce que vous n'êtes pas obligé de tout maîtriser en termes de script, mais vous pouvez partir aussi d'une action que vous posez dans QGIS pour extraire le script. Par exemple, nous savons que pour faire la jointure, dans les pareils cas, nous allons appliquer la jointure par localisation. Ça veut dire, nous allons faire en sorte que partout où c'est cité un site, que l'algorithme puisse se référer à la localisation du site pour extraire l'information de la zone sur laquelle se situe ce site-là. Et c'est pourquoi nous utilisons sélection par, plutôt jointure par localisation. Et vous pouvez venir, par exemple, dans boîte à outils, comme ça, vous faites la recherche de jointure et vous allez voir les options qui seront proposées. Par exemple, là, vous voyez, ça nous propose ici jointure, joindre les attributs par localisation. Vous en avez là, par les plus proches, par localisation. Vous avez encore par localisation, mais résumé. Par localisation résumé, la différence avec l'autre est que si, par exemple, j'utilise comme couche source la couche territoire, par localisation résumée, je peux faire en sorte qu'après avoir fait la jointure, que ça puisse compter le nombre de sites qui se trouvent dans chaque territoire. Si j'utilisais couche territoire comme étant couche source. Mais si mon intérêt se base sur la couche site ou village, là, je peux juste extraire les attributs, par exemple, le nom de chaque territoire. Je peux même prendre encore le nom aussi du pays. Ce qui nous permettra d'avoir au final une couche de sites qui sont exposés et avec des informations qui indiquent ça se trouve dans quelle zone ou territoire et ça se trouve dans quel pays. Donc, si je fais double-clic ici, ça me présente cette interface. Donc, ça, c'est juste les astuces que je vous montre, comment vous pouvez récupérer aussi les scripts Python pour ne pas tout refaire à zéro. Là, normalement, si je devais utiliser cette interface, j'utiliserais en entrée ici notre couche exposition risque, ça veut dire les sites exposés. Je prendrai l'intersection et couche en comparant, ça sera la couche territoire, au pluriel comme ça. Et après, le champ à ajouter, ici, je détermine quel champ sera ajouté. Par exemple, je prends juste le nom du territoire. C'est le champ qui sera ajouté. Et après, type de jointure, c'est 1 à plusieurs, 1 à 1, ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Il y en a plutôt 3. On va prendre ce qui est donné par défaut. Ça veut dire 1 à plusieurs. Et après, vous pouvez aussi cocher pour supprimer les enregistrements qui ne peuvent pas, ou bien qui ne peuvent être joints. Vous pouvez aussi déterminer les préfixes. Par exemple, sur les nouvelles colonnes ou bien les nouveaux champs qui seront ajoutés dans la couche site exposé, quelle sera la différence avec les autres champs? Avec les autres champs. Par exemple, là, comme différence, j'ai écrit seulement jointe, barre de 8. Partout où je verrai dans la table d'attributs de notre couche site exposé le préfixe jointe, je saurai que cette information provient de la couche territoire ou bien de la couche zone administrative. Et après cela, si j'aimerais enregistrer une couche en sortie, c'est là où je peux placer ça ici. Par exemple, en sortie, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Est-ce que je peux ignorer la sortie?
je vais créer une couche temporaire, je vais enregistrer ainsi de suite. C'est ce que je peux faire là. Maintenant, pourquoi on a fait tout cela? C'était juste pour récupérer les scripts. Je ne vais pas lancer parce qu'on n'a pas besoin d'utiliser les graphiques, on va utiliser en fait le code. Et pour récupérer les scripts qui permettent de faire tout ça avec tout ce que j'ai placé comme paramètres, je viens ici au niveau des avancés et je viens là, je clique sur copier en tant que commande Python. Donc, ça peut vraiment vous aider de temps en temps pour ne pas reprendre une opération. Vous pouvez faire ça en cliquant, mais après, vous récupérez le script pour améliorer. Je clique sur copier en tant que commande Python et là, je ferme cette interface. Je reviens maintenant sur notre script. Avant la fin, je crée un espace et ici, je vais faire la jointure. Donc, j'ajoute point 4, joindrai les sites barre village exposés par zone ou territoire concerné respectif, je peux mettre. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire CTRL-V pour coller les scripts qu'on a copiés de l'autre côté. Mais souvent, les scripts qu'on copie là-bas viennent sur une seule ligne. Donc, ce n'est pas structuré comme ce que nous, on a ici. Et vous pouvez aussi le préparer. Vous voyez ici, ça donne Processing Raw. C'est par là que ça commence. Et je peux passer, parenthèse, je fais Enter. Et puis, je fais le grand espace avec le bouton Tab. Et après, vous devez savoir où est-ce qu'il faut couper pour revenir sur la ligne. Par exemple, là, comme vous pouvez voir la structure qui est là, c'est après virgule que je vais faire Enter. Et après accolade, je vais faire encore Enter et puis faire encore le bouton Tab pour créer un espace. Juste pour ramener ça à la même structure que l'autre. Et au niveau des inputs, avec l'interface, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a récupéré tous les chemins qui mènent vers là où se trouve la couche. Mais nous, comme on avait déjà préparé des variables auxquelles on avait assigné les chemins qui mènent vers nos couches, donc je peux d'abord faire ça. Donc j'ai en premier lieu input qui vient jusqu'ici. Après input, j'ai predicate. Après cela, donc il faut séparer chaque fois où il y a après virgule. J'ai joint et je vais chercher, je peux quand même élargir comme ça, voilà. Je vais venir ici. Là, j'ai joint un field, ça veut dire jointure par rapport au champ. Ici, j'ai méthode. Après, j'ai discard. Là, j'ai préfixe. Après, j'ai output, ça veut dire fichier en sortie. Et je suis à la fin. Je vais faire aussi enter avec accolade, qui doit être sur la même ligne. Vous voyez, des fois, ça vous donne même des signes pour vous dire, attention, l'accolade doit venir sur la même ligne par rapport à là où on l'avait ouvert. J'ai fait encore comme ça. Et puis, il y a aussi parenthèse qui doit venir sur la ligne, comme ça. Donc, voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire ici? On n'a pas besoin de tous ces schémas parce que nous avons nos couches de variables qu'on a déjà utilisées. Par exemple, ici, tous ces schémas, c'est pour mener vers la couche exposition. Donc, des risques, des expositions risques. Et pourtant, c'est ce que nous avons ici. Exposition. Donc, ça veut dire, ou soit encore, c'est que nous avons aussi ces villages exposés. C'est tous ces schémas. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux remplacer tous ces schémas comme ça. Je peux les supprimer et remplacer ça par la sortie qui est là, parce que c'est ce que nous allons utiliser ici pour faire la jointure. Et à part cela, ici aussi la couche qui va nous servir pour joindre, c'est couche territoire. Je n'ai pas aussi besoin de prendre d'utiliser encore tous ces schémas comme ça. Je peux directement utiliser variable que nous avons préparé ici, territoire. Donc, cela peut remplacer tout ce qui est ici.
Et après, vous avez ici joint field, ça veut dire ici, c'est le nom du champ de la couche territoire qu'on veut joindre sur la table attribut de notre couche site ou encore village. Et après, ici, vous avez tout ce qu'on avait paramétré, par exemple false pour discard, pour matcher par exemple pour les champs qui ne vont pas réussir à se joindre. S'il faut les supprimer, nous on avait dit non. Mais si on veut que ça soit supprimé, on va changer false par true. Donc, à ne pas oublier. Et après, le préfixe, on avait proposé aussi que ça va commencer par joint barre de 8. Après, ajouter l'information provenant de la couche territoire ou encore de la couche zone. Et au final, ici, ça donne que ça soit enregistré en mémoire. Mais nous, on veut avoir une couche en sortie. Et pour ça, nous allons faire de la même façon qu'ici. Ça veut dire, ici, nous allons récupérer cette ligne et venir l'ajouter parce qu'on veut avoir aussi une deuxième couche. Et là, ici, ça ne sera plus un village exposé comme ça, mais on peut écrire village exposé barre territoire. Ça veut dire le village exposé, mais par territoire, ou bien contenant l'information territoire. Et couche en sortie, on peut changer. Ici, on aura village, risque, territoire. Et ça veut dire, ici, à la sortie, on ne veut pas d'une couche enregistrée en mémoire, mais plutôt on veut une couche qui sera utilisée, ou on utilisera, ou soit encore sera enregistrée sur le disque. Et voilà, nous allons relancer les scripts. Si tout est bon, nous aurons deux sorties. La première sortie, c'est les expositions, ça veut dire le village en risque. Deuxième sortie, c'est ce même village-là, mais dans la table d'attributs, nous avons ajouté une information. Et ici, vous voyez que là, on avait utilisé comme native clip, mais ici, comme native, on a utilisé join attribute by location. Ça veut dire joindre les attributs par localisation. Et nous allons retravailler. Premièrement, je vais, bon, pour faire aussi la différence, je vais renommer aussi l'autre couche. On va renommer ça D. Ça nous permettra de faire la différence avec ce qu'on avait exposé, plutôt exporté d'abord. Et nous allons venir ici et relancer les scripts. Donc, nous allons cliquer sur exécuter. Et voilà, ça nous donne le message que ça a bien marché. Et si nous allons dans notre dossier, nous remarquons que nous avons maintenant trois couches qui sont créées. Nous avons exposition risque D, qui est là, mais nous avons aussi une nouvelle couche, village risque territoire. Exposition risque D, c'est comme la même chose avec l'autre couche. Nous allons juste prendre village territoire, importer dans notre projet pour voir la différence. Et là, si nous venons, par exemple, ici, exposition risque, ouvrir la table d'attributs, on voit que ça se limite juste au nom des sites ou encore des villages. Mais là où nous avons ajouté la jointure, si nous faisons clic droit, ouvrir la table d'attributs, vous remarquez que vers la fin, il y a la jointure qui a marché où on a ajouté les noms de chaque territoire. Donc, ça veut dire qu'on a maintenant le site à risque et on sait aussi ça appartient dans quel territoire. On pouvait aussi ajouter, par exemple, le nom du pays. Ça veut dire on doit d'abord venir au niveau de territoire, faire clic droit, ouvrir la table d'attributs pour voir qu'est-ce que nous avons comme champ ici. Nous voyons qu'ici, nous avons name 0 qui reprend le nom du pays. Et on ne va plus trop travailler, ça sera juste question de venir sur notre script qui est là et ajouter un autre champ qu'on veut récupérer. Et lorsqu'on veut ajouter de champ, il faut le séparer par point virgule. Par exemple, je mets point virgule et là, je vais copier ce qui est ici et ajouter, changer juste D par 0. Et si je change, par exemple là, je change de nom, je mets ici D pour faire la différence. Donc territoire D.
et ici risque d'exposition 3. Je pourrais aussi annuler les autres scripts, mais pour qu'on avance vite. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais exécuter le script. Il me dit qu'il y a un problème ici. Je pense on va supprimer le crochet et relancer le script. Un problème, name 0, name 1. Je vais reprendre d'abord. Joint name. Je vais encore checker dans la couche. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, mais c'est ce que nous avons. Ou encore, si vous pouvez encore vérifier, ça serait par exemple de venir là. Et puis, vous pouvez cocher les dés comme ça. Et vous allez revenir pour voir avec quoi cela est séparé. Donc, je vois qu'on peut utiliser sans crochet et séparer par la virgule. C'est invalide. On pose problème là. Je pensais avec les titres trompés, on va supprimer d'abord tout ce qu'on avait créé avant pour ne pas reprendre les mêmes choses. Donc ici, nous allons supprimer les couches ajoutées. Voilà, comme ça, nous allons reprendre l'opération et les supprimer aussi sur ces dossiers. Voilà, ça n'arrive pas parce qu'on doit... Donc ici, nous allons reprendre. Ici, on aura un risque, voilà. Nous allons exécuter les scripts. Là, ça marche avec tout ce qu'on a ici, que nous allons supprimer. Il y a cette couche qui est utilisée puis qui ne veut plus exposition D est utilisée à quel niveau? Voilà. Donc, ici, pour avoir des tous, on va séparer par point virgule et on va ajouter euh, un autre champ. Ici, ça sera 0. Et pour ça, ici, on a supprimé tout ce qui a été créé. Nous allons relancer les scripts. Ça, me ça me pose problème pour ajouter des champs en même temps. Avec le premier script, ça avait marché. On pourra corriger ça même après. Syntaxe invalide. Donc, euh, deux points. Ça veut dire les séparateurs, je dois arriver à savoir quel séparateur utiliser parce que point virgule, ça refuse.
Donc, je pourrais corriger ça dès que j'ai un dictionnaire. Oh, désolé, c'est moi qui est en train de confondre. En fait, tout devait être dans le crochet. Et puis séparé par point virgule. Désolé. Voilà. Et là, nous allons... Qu'est-ce qui se passe? OK, maintenant ça marche. Donc, tout doit être dans le crochet et puis séparé par la virgule. Donc, et là, si nous revenons ici, par rapport à ce qui a été ajouté, et si nous amenons ça dans notre projet, vous allez voir que dans la table d'attributs, maintenant, nous avons pas seulement les noms du territoire, si je vais dans la table d'attributs, mais nous avons aussi le nom du pays. Donc, nous sommes partis d'une couche des rivières, nous avons généré une zone tampon, nous avons extraire des sites ou des villages à risque, ça veut dire partant de cette zone tampon de 500 mètres. Nous avons fait la jointure en récupérant les informations selon la localisation des sites, ajouter les noms des territoires ainsi que les noms pays. Et maintenant, ça veut dire, ceci peut nous servir, nous pouvons nous servir de ces travaux pour d'autres choses. Pardon, je remets d'abord bien mon écran, boîte à outils de traitement, l'interface des scripts. Donc maintenant, nous pouvons enregistrer ces scripts. Ça veut dire en cliquant sur enregistrer. Et ici, nous attribuons un nom. Par exemple, je peux faire comme ça, version D. Et j'enregistre. Et là, je peux partager ça avec d'autres personnes pour utilisation. Donc, je vais d'abord copier et vous envoyer. Mais vous devez vous rassurer que vous avez le même couche enregistré dans le même dossier qui est là, vous avez enregistré votre projet. Donc, je place d'abord tout ça dans les conversations. Et puis, je vais aussi vous envoyer, je vous enverrai aussi des données pour s'exercer. Mais sinon, vous savez, là où nous téléchargeons souvent les données, là, j'ai utilisé les données de Congo-Brazzaville. J'ai téléchargé sur GADEM avec d'autres données téléchargées sur OpenStreetMap. Mais je mettrai aussi ces données à votre disposition pour s'exercer. Donc voilà, c'est que je pense que l'autre fois, ça avait posé aussi problème. Mais comment on est parvenu à atteindre le résultat? Et toujours dans cette partie de module 3 et aussi le module 4, parce que le module 3 nous parle de ce qu'on vient de voir, mais le module 4 nous parle maintenant des traitements en lot. À quoi ça peut servir le traitement en lot? C'est presque pareil de ce qu'on venait de faire. Je ne sais pas d'abord s'il y a une question avant que je parle des traitements en lot, qui peut aussi être bénéfique pour certains parmi vous. Merci beaucoup. Donc, nous allons progresser. Cher Marwan, je sais que peut-être ça peut paraître un peu flou. Soit si vous êtes déjà habitué à utiliser Python, tant mieux. Mais sinon, il y a des vidéos, des séances qu'on a fait avant. On mettra à votre disposition pour vous rattraper. D'accord, monsieur, merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà. Et maintenant, nous allons un peu mettre de côté l'interface, comme ça. Le traitement par l'eau, l'importance, je pense qu'il y avait même une préoccupation de Raja l'autre fois. De dire, supposons là où nous avons une couche des rivières, mais en fait, on doit faire plusieurs zones tampons de cette couche. Alors, au lieu de reprendre la même opération plusieurs fois, vous pouvez lancer des traitements en même temps en lot, plusieurs traitements. Mais la logique est juste, ça veut dire que vous allez utiliser le même outil, mais sur plusieurs couches, ou bien plusieurs fois. Ce qui est différent de ce que nous venons de faire là, où nous avons utilisé plusieurs couches dans notre chaîne de traitement. Les traitements par l'eau, on les récupère comment? Par exemple, là, nous sommes sur la couche rivière.
Nous venons dans menu vecteur, géoprocessing, et je viens par exemple sur tampon. Ça veut dire, je vais générer une zone tampon, bien plusieurs zones tampons de cette couche. Alors, avec la méthode que nous connaissons déjà, vous serez obligé peut-être de venir ici faire d'abord zone tampon de 500 mètres, renseigner le paramètre, renseigner la couche en sortie et aller exécuter. Après, revenez encore pour changer peut-être zone tampon de 250 mètres, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que vous allez faire la même opération 3, 4, 5 fois. Or, l'objectif premier de notre formation ici, c'était comment automatiser ce qu'on fait de façon répétitive. C'est ça le but. Et c'est par la même occasion aussi qu'on comprend maintenant. Ici en bas, vous avez, avant, je vous ai montré ce qui se trouve dans le bouton avancer où on a copié le code de tout ce qui est fait comme commande Python. On peut copier comme commande QGIS ou encore comme GeoDizon, ainsi de suite. Mais à côté, vous avez un bouton où c'est écrit exécuter comme processus de l'eau. Et dès que je clique là, ça change l'interface. C'est ici où je peux placer plusieurs paramètres et lancer en un seul clic pour avoir tout ce que j'ai besoin. Si par exemple, j'aimerais avoir 3, 4 ou plusieurs zones tampons, je vais juste faire des plis. Par exemple, là, j'ai fait 5 ou plutôt 4. La couche source, c'est toujours, je pars toujours de la couche rivière. Mais ce qui change, c'est les dimensions ou encore la distance. En premier lieu, par exemple, j'ai 600 mètres. En deuxième lieu, j'ai par exemple 450 mètres. Après, j'ai 300 mètres. Et au final, j'ai 150 mètres. Donc, j'aimerais avoir 4 zones tampons. Et après, j'ai rempli d'autres paramètres. Par rapport au segment, je laisse à 5. Le style d'extrémité, je peux laisser rond. Le style de jointure également. Limite de l'angle, je peux laisser. Maintenant, la question concernant regrouper les résultats. Je vais faire exprès de prendre certains oui. Et pour ça, je vais laisser non. L'autre, je vais prendre oui. Ça vous permettra juste d'avoir la différence. Pour 300, nous avons laissé non. Et après, vous avez le fichier en sortie. Comment vous souhaitez avoir la dénomination des résultats? Je viens par exemple là pour enregistrer et je le place dans Batch Processing parce que c'est là où ça nous parle de processing en lot. Et ici, j'attribue un nom. Par exemple, pour nous, ça sera tampon. Je peux écrire par exemple comme ça, tampon. Mais je me dis, c'est pas forcément tampon, mais il faut que si j'écris tampon partout, on aura tampon et pourtant, il y a des différences de tampons. Et vous pouvez faire en sorte d'automatiser les titres là pour que ça récupère une information par rapport à tout ce que vous avez mis comme paramètre. Je peux même faire en sorte que ça écrit tampon rivière. Donc, ça va récupérer le nom de la couche source ou encore le nom de la couche euh, ou bien encore le nom de paramètres qui ont été introduits, des chiffres, ainsi de suite. Si je mets tampon comme ça, ou encore je peux écrire tampon, j'ai fait comme ça, euh, je peux faire par exemple river, barre de 8 tampons, et puis ça sera, ici je vais faire en sorte d'utiliser les valeurs des distances qui ont été renseignées. Pour ça, je vais cliquer sur enregistrer, et c'est là où ça me donne cette possibilité de paramétrer les remplissages automatiques. Est-ce que je veux que ça se remplit automatique ou non? Si je veux que ça se remplit automatique, est-ce que je veux que ça se remplit automatique avec des nombres ou que ça soit rempli avec les valeurs du paramètre? Moi, je vais prendre avec les valeurs du paramètre. Et là, quels sont les paramètres à utiliser? Je ne vais pas prendre couche source, mais plutôt je vais prendre distance. C'est ce qui fera en sorte que sur chaque nom, ça va prendre la distance correspondante pour inclure dans le nom de la sortie de la couche. Là, je clique sur OK. Et si vous pouvez voir ici, qu'est-ce qui s'est passé? C'est écrit river tampon 600.
tampon 450. Ça veut dire, ça s'est référé à tout ce que j'avais renseigné ici. Ça me permet vraiment de faire la différence de tout ce que j'ai comme couche en sortie. Et là, si je souhaite, je peux charger les couches directement dans mon projet, tout comme ça peut être enregistré dans le même dossier que mon projet. Et si je vais charger, je coche là. Et après, un seul clic et j'aurai 4 zones tampons générées. Dès que je vais cliquer sur exécuter le script, vous voyez que le processus s'est fait et j'ai les 4, comme si vous pouvez lire là, les 4 zones ont été générées. Autre secret à vous partager, à partir du journal ici, vous pouvez aussi récupérer les scripts Python qui est là pour aller améliorer cela. Si vous pouvez bien voir, ça veut dire tout ce que vous avez posé comme action. Ici, vous avez les scripts Python qui est là, que vous pouvez aller utiliser dans PyQGIS, dans la console Python, en changeant par exemple des valeurs ou des paramètres. Donc, voilà un peu ce qu'on a fait ici. Vous pouvez aussi enregistrer ce que vous avez fait pour réutiliser. Ça veut dire que vous pouvez enregistrer ce journal, copier, aller coller là. Et si je quitte, je viens maintenant sur notre dossier, projet, vous voyez que ça a généré les couches concernées. Et ici, j'ai les 4 zones tampons. Si je peux améliorer la symbologie, par exemple, sur 600, nous allons faire comme ça. Et ici, utiliser l'opacité à 30 ou 40, comme ça. Ici, nous allons aussi l'opacité. On va d'abord changer la couleur. Par exemple, comme ça. L'opacité aussi à 40. Nous allons faire pareil ici. Nous allons prendre, par exemple, une autre couleur. Ça nous permettra juste à bien voir la différence. Et là aussi à 40. Et au final, nous avons aussi ici notre couleur. On va faire aussi pareil ici, 40. Et rivière, on amène en premier lieu et on peut changer la couleur. Et voilà. Donc, si je zoome, vous voyez que nous avons rivière qui est là et nous avons généré des zones tampons. Et tout ça en un seul clic. Et si, pour voir la différence de là où nous avions coché, s'il fallait regrouper ou non les résultats, je vais décocher les zones tampons de 150. Vous voyez la différence entre ce qui est là, ça veut dire, pour ces zones tampons, je vais un peu augmenter ici. On sait voir que sur chaque segment de la couche rivière, les zones tampons sont aussi séparées, ce qui n'est pas le cas avec d'autres zones tampons où de, on avait décidé de ne pas regrouper, ou plutôt de regrouper. Si je décoche là, je coche ici, vous voyez que tout est regroupé, ça veut dire que ça ne sépare pas les zones tampons en segments. Parce que ce qui est séparé ici, ça suit les segments, si je peux sélectionner couche. Vous voyez que lorsqu'on avait numérisé les rivières, ici, c'était un segment à part qui n'était pas directement fusionné avec les autres. C'est pourquoi lorsqu'on génère la zone tampon aussi respecte si on ne demande pas de regrouper. Donc voilà juste là la différence et à quoi ce traitement en lot peut nous être utile. Nous avons parlé des traitements en lot. Ça veut dire si maintenant on veut, par exemple, on décide d'utiliser Python, ce qu'on ferait avec notre script, par exemple, là où on génère la zone tampon, vous voyez ici,
c'est qu'on fera ici, ça sera juste d'ajouter d'autres distances. Vous voyez, ici, on avait mis distance 500, mais ce qu'on pourra faire, c'est de transformer cela en euh, un dictionnaire ou encore en liste. Si on veut transformer un dictionnaire, c'est comme on a fait avec le nom des champs. Ça veut dire on va ici utiliser euh, crochet et à l'intérieur placer des valeurs. Donc nous avons 500, virgule, nous avons 250 et nous avons 100. Et puis on remet encore crochet et puis on exécute. C'est là où maintenant on aura des zones tampons de toutes ces valeurs et peut-être d'autres paramètres. Et si comme ça ne marche pas, ce qu'on fait, on revient sur les processus qu'on avait fait, on recopie les scripts comme j'ai fait avec Jointir et on vient utiliser ici. Donc, c'est une possibilité pour appliquer aussi le processus ou les traitements à l'eau avec les scripts Python. Ici, maintenant, on nous parle de la robustesse, ça veut dire comment rendre un script robuste. Parce que ce que nous faisons déjà, c'est bien, mais le script, c'est aussi faciliter que les autres l'utilisent facilement. Donc, faire en sorte que ce que vous avez développé puisse être réutilisable. Et l'objectif de ces modules, c'est de rendre les scripts robustes, ça veut dire les logs ou encore la journalisation, la gestion des erreurs, les fonctions utilitaires, le paramètre centralisé. Et en fait, on veut que vous soyez en mesure de livrer des scripts avec des systèmes de journalisation ou encore des logs et des arrêts propres, des messages utilisateurs qui permettent à la personne qui reçoit votre script de réutiliser cela facilement. Et aussi, à chaque niveau des scripts, que vous placez des messages qui expliquent qu'est-ce que le script fait à ce niveau-là, qu'est-ce que le code fait. Et s'il y a un problème, vous aurez la facilité de détecter là où se pose le problème. On a presque introduit déjà quelque chose avec ce qu'on a fait. Par exemple, vous voyez qu'ici, on avait mis à la fin le message où on a dit print, traitement terminé, GeoPackage généré. Ça veut dire si notre script ne marche pas, ces messages, on ne l'aura pas. Et aussi la même chose qu'on avait fait par exemple ici, on a décidé d'afficher d'abord, vérifier si les couches en question existent avant de continuer avec les traitements. Parce que vous pouvez déjà commencer avec buffer, clippage, ainsi de suite. Mais si les schémas indiqués là-bas, les couches n'ont pas été retrouvées, on aura un message d'erreur à la fin sans toutefois savoir de quoi il s'agit, sans toutefois vérifier si les couches étaient d'abord bel et bien dans ces dossiers-là. Par exemple, ici, si je retrouve l'erreur et que de l'autre côté, j'avais déjà reçu le message que les couches existent bel et bien, directement, je vais me dire que l'erreur que je retrouve n'est pas dans cette première partie, mais plutôt dans la suite, parce que jusque-là, j'avais la confirmation que mes couches existent. C'est après, s'il y a l'erreur, ça veut dire que ça concerne la suite. C'est tout ce qu'on veut comprendre dans ces modules où on vous parle de comment rendre vos scripts robustes. Et si je reviens sur la présentation, ça veut dire un script qui marche chez vous, comme cela est écrit, vous pouvez lire, peut échouer chez un client. Et c'est là pour plusieurs raisons. J'espère qu'on a déjà expérimenté ça avec Raja, où on prépare un script. Moi, je teste, ça marche. Et de son côté, soit parce que si on oublie la virgule, on oublie quelque chose, cela peut arriver. Ça peut être un fichier manquant, ça peut être une couche qui a été renommée, ça peut être un champ absent, ça peut être le problème d'encodage. En fait, alors pour qu'un script pro, pour que vous soyez en mesure de faire des scripts pro, vous devez savoir que cela doit faire trois choses. Votre script doit dire où il en est avec le log ou bien la journalisation. Votre script doit expliquer l'erreur clairement, ça veut dire où est-ce que se trouve le problème. Si c'est une couche qui est introuvable, utilisez tout ce qui est texte nécessaire dans votre script qui peut permettre à communiquer cela. Votre script doit éviter de tout casser et laisser des indices pour corriger. Donc, à la fin, lorsque vous préparez, vous devez avoir un script qui vous permet, en cas d'erreur, de savoir où se pose le problème. C'est une couche qui manque ou bien c'est
telle valeur qui n'a pas été bien renseignée, tout ça. Et ça, on le fait en structurant son script. Et par là, pour ne pas passer plus de temps, il y a un script, ça veut dire notre script que nous avons utilisé ici. Nous avons préparé un autre exemple. Je vais d'abord enregistrer. Nous avons préparé un autre exemple qui a été plus amélioré en termes de structuration. Ça veut dire si on vient dans le dossier, nous mettrons aussi à votre disposition. Vous avez ici voilà, script pratique D robuste. Ça veut dire qu'il a été amélioré. Et lorsque ça a été amélioré, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certaines choses qui ont été ajoutées. Par exemple, les logs. Lorsque vous écrivez, donc les fichiers, je vous partagerai cela. Vous allez voir juste qu'il y a une différence entre les deux scripts parce qu'ici, on a placé tout ce qui est information nécessaire. Par exemple, pour dire traitement terminé avec succès, par exemple, expliquer qu'à tel endroit, on fait telle chose, inclure des paramètres qui permettent de vérifier si ce qu'on a fait est bien, qui indique le début du traitement ainsi que fin du traitement et à quel niveau le problème se pose, qui présente le message, par exemple, de dire que cette couche est introuvable, qui vous oblige d'enregistrer d'abord le projet si ça n'a pas été enregistré. Donc, en fait, c'est tout ça qui est dans ces scripts corrigés que mettront à votre disposition. Et si je peux vous expliquer, par exemple, l'exemple d'un script fragile. Je vais ici placer un commentaire, script ou code fragile. Supposons que j'utilise processing qu'on a utilisé ici pour le traitement. J'ai dit processing round, comme ça. Et puis, je place entre parenthèses. J'écris entre traits, donc à ne pas oublier native. Ça veut dire quelle opération ou outil nous allons utiliser. Native, j'écris buffer, comme ça, virgule. Et puis, entre accolades, je place le paramètre qu'il faut, comme on avait déjà utilisé. Par exemple, ce qu'on faisait, parce que si je viens ici, vous voyez, on a natif et puis on a mis les informations. Ça, c'est vraiment un script fragile. La différence avec un script robuste, je vais écrire ici script robuste. La différence, c'est qu'ici, je peux, par exemple, écrire from QGIS.core, import, et là, j'ai fait appel à dictionnaire QGIS message, ça veut dire qu'il va faire appel à cette bibliothèque, message log, comme ça, qu'on n'a pas encore utilisé jusque-là, virgule, QGIS. Et après, fais Enter, je peux maintenant écrire, parce que j'ai déjà importé cela, QGIS message, log, point, log, message. Ça veut dire que ça nous permettra de voir la journalisation. Ça veut dire, ce n'est rien d'autre que, ça va nous permettre à suivre l'exécution étape par étape de notre script, nous permettre à comprendre où ça bloque, et aussi nous permettre à garder une trace dans le panneau message de QGIS. Ça veut dire tout ce que nous allons poser comme action dans le panneau message de QGIS, ça sera comme donc ça veut dire un document de journalisation qui retrace pour chaque étape qu'est-ce qui a été fait, où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça a bloqué. Et après avoir fait ça, ici je fais Enter, et puis espace, et là je peux écrire débit, permettez, j'écris débit du buffer, ça veut dire un message sur la couche, par exemple les rivières, river, virgule, script comme ça,
et puis QGIS. Et là, j'ai QGIS.info. Ça veut dire, ça créera une journalisation qui me donnera les informations étape par étape sur l'exécution de mon script. Et là où ça bloque, j'aurai la suite. Ça me permettra, s'il y a un problème, de revenir facilement, toucher là où il faut. Et il y a aussi, par exemple, la gestion des erreurs. Et pour la gestion des erreurs, vous pouvez utiliser, par exemple, ici, nous avons, je vais faire comme ça, gestion des erreurs. Il y a fonction try que vous allez retrouver dans les scripts que nous avons améliorés. Il y a try et puis il y a except qu'on avait déjà aussi utilisé dans l'un des scripts, except. Ça veut dire où vous demandez qu'il puisse poser une action et si ça ne marche pas, qu'est-ce que vous aurez en retour qui prouve que c'est l'autre qui n'a pas marché. Par exemple, si je fais try, ici j'écris layer, ça veut dire la couche. Cette variable, j'assigne à cela le chemin qui mène vers là où se trouve la couche partant de mon projet, par exemple, QGIS project.instance, donc le projet en cours, l'instant dont nous travaillons, map, qui nous permet de charger la couche map layer by name, et la couche concernée, ici je peux prendre par exemple Rivet, comme ça, et puis 38,57. Et à part ça, j'ai 0. Et maintenant, au niveau de except, ça veut dire si, parce que là, je cherche à charger cette couche, et si cette couche-là n'existait pas, je prépare maintenant, qu'est-ce que j'aurai en retour? J'ai la index, erreur, ça veut dire, ça me présentera ce message d'erreur, où j'aurai QGIS, message, ça veut dire log message. Et puis, entre parenthèses, je peux placer le message en question. Par exemple, ici, j'ai couche. Le nom de la couche ici, c'est river, barre 38,57. Introuvable. Donc, si la couche n'existe pas, quel message aura un retour qui me permettra de comprendre qu'est-ce qui se passe? C'est ça, en fait, quand on vous demande de rendre vos scripts beaucoup plus robustes, ça veut dire plus meilleurs. Et je peux ici écrire un script, puis QGIS, QGIS.critica. Et après cela, ici, on peut avoir, on l'a déjà utilisé, à ne pas oublier, exception. Qu'est-ce qui se passera? Et là, on aura par exemple arrêt du script. Ça veut dire si les scripts ne retrouvent pas la couche, ça sera l'arrêt. On aura ces messages-là, arrêt des scripts, parce que la couche qu'on lui a indiquée, river, il n'a pas retrouvé. Mais si ça retrouve la couche, qu'est-ce que ça va faire? Ça va charger la couche. On n'a pas tous les scripts, mais je peux quand même. Si on met tous les scripts, c'est là où on peut voir de quoi il s'agit. Et c'est ce que vous allez voir dans les scripts qu'on a partagés. Donc, voilà un peu comment on peut renforcer, améliorer notre script. Il y a aussi des fonctions utilitaires, par exemple, les conditions par rapport aux fonctions utilitaires.
pour les gens qui vont utiliser. Vous pouvez, par exemple, vous avez préparé une variable où vous avez dit zone égale. Vous avez ici placé le chemin qui mène vers la zone, comme ça. Après, vous vous dites if zone, comme ça. If zone point is, if zone is valide, vous voyez, et ça veut dire, vous avez posé une action et puis vous vérifiez si c'est valide, qu'est-ce qui se passera, et si c'est pas valide, tout ça. Donc, tout ça, ça vous permet dans le script d'améliorer votre script étape par étape lorsque vous êtes en train de progresser. Et il y a aussi des fonctions, j'ai parlé de fonctions utilitaires. Toujours parmi les fonctions utilitaires, vous pouvez aussi, par exemple, ça, c'est pas la bonne méthode à faire parce que si vous dites zone égale if zone, c'est pas robuste en termes de script. Mais pour rendre ça robuste, je reviens là pour rectifier. Vous devez normalement, de préférence, définir une fonction. Par exemple, vous dites def get layer ou bien get zone, comme ça, et puis name, et vous poursuivez avec votre script. Parce que là, vous allez faire, comme c'est une fonction des points, vous descendez, vous allez écrire zone, c'est quoi? Vous renseignez les informations qui mènent vers là où se trouve la couche. Mais après vous dites if not zone, et vous dites qu'est-ce qui va se passer. Par exemple, on aura raise, exception. Ça veut dire si ça ne retrouve pas la zone, qu'est-ce qui va se passer? Et après, on peut placer tout ce qui est comme information. Et après, on demande, comme c'est une fonction retournée, qu'est-ce qu'on va avoir comme réponse au retour. Donc, on aura zone comme ça et entrée. Donc, on n'aura rien comme couche en retour si cette couche-là n'existait pas. Donc, ce sont des astuces comme ça qu'on peut faire pour améliorer notre script, rendre le script beaucoup plus robuste. Ou encore, lorsqu'on travaille sur le paramètre, quand on dit paramètre centralisé, ici, au niveau des zones, on pouvait aussi utiliser layer, comme ça, comme fonction, et faire encore appel ici. Donc, je parlais du paramètre. Le paramètre, c'est comme ce qu'on avait, on avait fait. Vous voyez ce qu'on avait fait ici. Alors, au lieu de faire comme ça, pour mieux faire, ce qui est comme bon conseil, là, ici, on parle de paramètres centralisés. Ça veut dire, vous allez placer, au lieu d'avoir de paramètres partout dans votre script, vous faites juste le paramètre centralisé, par exemple, en haut de votre script, et vous placez déjà tout là-bas. Par exemple, au lieu de faire buffer comme ça, buffer distance, vous assignez à cela valeur 500. Et puis, vous venez maintenant pour faire processing. Point round, ça veut dire pour lancer le processing. Vous mettez entre parenthèses les informations. Et vous venez encore ici, vous faites buffer distance égale, vous mettez 1000. Ça veut dire vous assignez encore valeur 1000. Et puis, vous faites processing. Point round. Comme ça, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Ça, c'est la mauvaise pratique. C'est tout ce que nous sommes en train de chercher à corriger en parlant des scripts robustes. Ça, c'est la mauvaise pratique. Je mets comme ça pour faire la différence. La bonne pratique, ça serait de préparer paramètres. Par exemple, vous pouvez écrire params comme ça.
vous faites égal, vous préparez une fonction et vous placez entre accolades les informations. Qu'est-ce qu'on a comme paramètre? Nous avons d'abord buffer, par exemple là, river, je fais des points, 500, et après, place virgule, je détermine les systèmes, par exemple, les systèmes de coordonnées de référence. Et là, je mets, c'est EPSG 3857. Et autre information, par exemple, qu'est-ce qu'on aura comme couche en sortie? Output dirt. Et là, nous aurons la couche output. Et après, j'ai la collade fermée. Ça veut dire, ici, j'allais faire, par exemple, plusieurs lignes parce que je devais renseigner toutes ces informations. Mais qu'est-ce que je fais là? Je prépare juste une fonction paramètre que je pourrais ensuite utiliser. Et comment je vais l'utiliser? Je vais maintenant venir ici faire buffer, comme ça, dist, ça veut dire distance, qui est égal, et là, je fais maintenant appel à la fonction param que j'ai préparée ici, pour ensuite appliquer, donc entre crochets, j'applique maintenant, par exemple, ici, entre, comme ça, je vais faire buffer river. Pourquoi c'est important? C'est parce que tu modifies une seule fois, et puis, ça facilite, plutôt c'est facile à adapter à un autre projet ou à dans un autre pays. C'est aussi parfait pour la formation et le travail en équipe, cette façon de faire. Donc, cette façon de faire est beaucoup plus mieux que cette façon-là. Donc, concrètement, ce qu'on veut expliquer dans ces modules, c'est que quand on te demande dans un projet ou dans une activité, les scripts soient beaucoup plus robustes, plus meilleurs ou améliorés, ça veut dire qu'on vous demande d'écrire des scripts Python propres, bien documentés ou commentés. On vous demande d'anticiper les erreurs courantes, ça veut dire des couches absentes, des systèmes de coordonnées qui n'est pas conformes, des schémas où ça a été modifié, mais aussi on vous demande de produire des scripts qui peuvent être utilisables par d'autres personnes. Ça veut dire, et au final, c'est aussi de passer du niveau script rapide vers des outils SIG professionnels, parce que nous sommes en train d'aller vers le niveau 3, où on parle vraiment de certains projets concrets, où on passe même seulement pas les scripts, mais plutôt à développer aussi des interfaces. Et là, vous devez savoir que vous n'êtes plus seul. Peut-être que vous travaillez avec d'autres personnes, peut-être que vous devez envoyer à un client. Et il faut prendre tout cela en compte lorsque vous préparez bien votre script. Ça veut dire bien documenté, avec des commentaires, des explications par étapes et des messages d'erreur si quelque chose se passe pour qu'on comprenne de quoi il s'agit. Et il y a des structures qui sont conseillées. Donc, je pense que je vais passer sur une nouvelle ligne que vous pourrez utiliser de temps en temps. Par exemple, vous pouvez commencer par paramètres lorsque vous commencez à coder. Et là, vous allez placer tout ce qui a trait aux paramètres. Après, vous pouvez venir en deuxième lieu. Vous avez par exemple import. Ça veut dire, à ce niveau-là, vous placez tout ce qui est script ou code qui vous permet, ou bien par exemple que vous utilisez pour importer, ça veut dire les couches, d'autres types de données. Et après, vous pouvez venir au troisième rubrique. Et là, vous avez tout ce qui est fonction, par exemple, utilitaire, que vous allez utiliser. Et après, vous pouvez maintenant passer sur à coder maintenant ou bien placer les scripts principaux de votre travail. Les scripts principaux de votre travail. Et c'est là où on peut placer fonction try. On place tout ce qu'il y a comme information. Et puis, on revient sur except. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on aura? Et
la suite. Donc, donc cette réitération, c'est ce que vous allez retrouver sur le fichier que nous allons vous partager pour vous donner un peu une idée, mais ce n'est pas une obligation. Parce que vous n'êtes pas obligé de faire toujours comme ça, mais c'est une meilleure façon de structurer votre script. Parce que là, ça vous permettra, en cas à placer les paramètres là-bas, tout ce qui est importé ici, par exemple, quand on dit import, euh, par exemple, QGIS core, c'est tout ce qui viendra ici. Et s'il y a un paramètre à faire, par exemple, le param qu'on avait préparé là, en faisant égal, et puis entre tout ça, on peut le placer dans paramètre. Donc, c'est comme ça qu'on peut structurer son script. Donc, voilà ce qu'on peut retenir de ces modules. Et le fichier partagé des scripts robustes, je vais le partager juste après cette séance. Ça vous permettra de comprendre comment on a corrigé notre script ici. Et en ce qui concerne la livraison, ça veut dire le dernier module, où on prépare les données pour l'export. Je pense qu'on a fait déjà le premier exercice avec tout ce qu'on a fait comme traitement. Nous avons en sorti une couche des sites à risque, bien des villages à risque. Et dans ces modules, on nous montre juste comment préparer un dossier, livraison, où on va placer et les résultats, et les couches, et les scripts utilisés pour enfin présenter ces dossiers-là au propriétaire ou bien au client. Et pour ça, nous avons juste présenté pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit, mais nous verrons maintenant comment le voir en pratique lorsque nous allons préparer un projet jusqu'à la fin et maintenant livrer ce projet-là dans un dossier. C'est là où nous allons pratiquer comment faire tout ceci et des modules enregistrés aussi qui sera mis à votre disposition. Donc, s'il y a des questions, je peux répondre par rapport à ce que nous avons vu aujourd'hui. Et si on a encore l'énergie, j'aimerais parler, comme on avait prévu des astuces de temps en temps, j'aimerais parler des modèles ou bien comment préparer des modèles dans QGIS. Je vous écoute d'abord, à vous de me faire un retour, ce que vous pensez. Donc, ce que j'ai compris, c'est qu'un script Python robuste, et il te donne, par rapport, sa comparaison par rapport à un script normal, c'est qu'il y a plus de détails dans le script où on peut, si on rencontre un problème, on peut facilement voir où, où est le problème exactement. Oui, oui. Et aussi, si, À part ça, quels sont les autres avantages? par exemple, C'est-à-dire, si on doit collaborer avec une autre personne et qu'il y a des endroits où il doit changer les données pour placer ses propres données, je peux aussi mieux documenter cette partie-là. Par exemple, j'ajoute des commentaires pour dire à ce niveau, remplace telle couche en utilisant une autre couche et fait en sorte que cette couche puisse avoir tel système de coordonnées. Donc, ce sont tous ces détails-là qui font en sorte qu'une autre personne peut facilement utiliser ok. mon script. C'est tout ce qu'on a fait du côté Python et là, je vous montre comment le faire avec le modèle. Donc, on a des données en Oui. entrée, on a tampon, on a coupé, et puis on a la jointure, et puis on a la couche en sortie. Et c'est ce que je pense aussi, je pense qu'après, on peut organiser des sessions spécifiques avec Raja pour qu'on puisse développer aussi un outil comme ça par rapport à ton projet de délimitation des bassins versants.